Vous savez, il y a des affaires qui marquent toute une génération. Et l'affaire Jacob Waterling c'en est une. Pendant 27 ans, son visage est devenu le symbole d'une question. Une question sans réponse qui a littéralement hanté l'Amérique. Alors aujourd'hui, on va se plonger non seulement dans la résolution de ce mystère, mais aussi et surtout dans la stratégie juridique assez particulière qui a été nécessaire pour enfin obtenir la vérité. Imaginez un peu la scène. On est le 6 septembre 2016, dans un tribunal fédéral à Minneapolis. Le silence est total, l'atmosphère est électrique. Et là, après une attente insoutenable de 27 ans, le procureur se lève et pose la question. Celle que tout le monde attend, celle qui pourrait tout faire basculer. 3 mots, prononcés par Danny James Heinrich. Oui, je l'ai fait. Ça résonne dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre. C'est la fin. La fin de 27 ans de doute, de recherche, d'espoir brisé. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour vraiment comprendre comment un aveu pareil a pu être obtenu, il faut d'abord qu'on revienne au tout début, au crime lui-même, tel que le meurtrier l'a raconté ce jour-là. Allez, on repart en arrière. Automne 1989. À St. Joseph, dans le Minnesota, une petite ville super tranquille où la vie suit son cours. Pour Jacob Waterling, qui a 11 ans, c'est une soirée tout à fait normale. Il rentre à la maison à vélo avec son frère et un ami. Une soirée qui, malheureusement, est sur le point de virer au cauchemar. Alors voilà, Jacob, son frère Trevor et leur copain Aaron Larson venaient juste de louer un film. Sur cette carte, on voit bien leur trajet. Le cercle rouge, c'est le magasin. Le bleu, c'est leur maison, tellement proche. Et le cercle noir, eh bien, c'est là où tout a basculé. Le récit que Heinrich fait au tribunal, il est d'une précision qui fait froid dans le dos. Chaque étape est calculée, repérer les enfants, mettre un masque, sortir une arme. Mais le vrai moment de rupture, c'est cet ordre qu'il donne aux 2 autres garçons. Courez sans vous retourner, ou je tire. C'est à cet instant précis que Jacob est isolé. C'est là que son sort est scellé. Une fois qu'il est menotté et mis dans la voiture, Jacob pose cette question déchirante à son ravisseur. Ça montre bien toute l'innocence qui a été brisée ce soir-là. Et après ça, le silence. 27 années de silence. Pour la famille Waterling, ça représente près de 10 000 jours d'angoisse. 10 000 jours à se demander, à espérer, sans jamais avoir la moindre réponse. Cette chronologie, elle montre bien une chose souvent frustrante dans les enquêtes. La justice, parfois, prend un chemin très très long et sinueux. Regardez bien, des années séparent les événements clés. Une autre agression, des pistes qui ne mènent à rien, et ça jusqu'en 2015. C'est là qu'une nouvelle technologie va enfin permettre de relier des points que personne n'avait pu connecter jusque-là. Face à cette douleur qu'on ne peut même pas imaginer, la mère de Jacob, Patty, a fait un choix absolument extraordinaire. Au lieu de se laisser anéantir par le chagrin, elle a transformé en un combat. Elle est devenue la voix de tous les enfants disparus, un vrai symbole de résilience à l'échelle nationale. Mais alors, c'est quoi le déclic? Après 27 ans de fausses pistes, qu'est-ce qui a bien pu changer? Eh bien la réponse, elle se trouve pile à l'intersection de la science moderne et de la mémoire d'un autre crime qui avait été commis quelques mois plus tôt. Le fil qui a permis de tout démêler, il vient d'une autre affaire, celle de Jared Shirley. Pendant des années, les enquêteurs avaient cette intuition, ce sentiment qu'il avait un lien, mais sans pouvoir le prouver. C'est l'ADN, retrouvé des décennies plus tard sur le suite de Jared, qui a enfin parlé. Et il a donné un nom, Heinrich. Ce nom a permis d'obtenir le mandat de perquisition qui allait révéler un tout autre crime, mais qui allait mener enfin à la vérité sur Jacob. Patty Waterling elle-même l'a dit, il faut souligner le courage de Jared. Sans son témoignage et sans la préservation des preuves de son agression, le meurtrier de Jacob n'aurait peut-être jamais été identifié. Bon, maintenant que les enquêteurs tiennent leur suspect, un nouveau mur se dresse devant eux, la loi. C'est là que toute l'affaire bascule dans une sorte de zone grise juridique où il a fallu faire un choix difficile, un choix entre la justice idéale et une vérité tangible. Voilà le vrai casse-tête pour les procureurs. D'un côté, on a le crime qui a hanté le pays, le meurtre de Jacob. Mais après 27 ans, il y a prescription. C'est trop tard. De l'autre, des preuves accablantes pour un autre crime, la pédophilie. Et pour ça, ils peuvent obtenir une condamnation. Alors que faire? Poursuivre pour ce qu'ils peuvent prouver ou tenter l'impossible pour obtenir des réponses sur ce qu'ils ne peuvent plus juger? La solution, ça a été cet accord de plaidoyer. Un pacte, disons-le, controversé. Regardez bien l'échange. Heinrich avoue absolument tout sur le meurtre de Jacob et surtout, il révèle où se trouve son corps. En retour, il ne sera jamais poursuivi pour ce meurtre et il n'écoperait que de 20 ans de prison pour les crimes fédéraux. Pour la justice, c'est un compromis, mais pour une famille, c'est la fin de 27 ans d'attente. C'est un échange de la justice contre la vérité.
Mais l'histoire de Jacob Wetterling, elle ne s'arrête pas dans cette salle d'audience. Non, son nom a dépassé le statut de victime pour devenir le symbole d'un changement qui dure encore aujourd'hui. Dans sa déclaration juste après les aveux, Patty Wetterling a fait le choix de se souvenir de la vie de son fils, pas de sa mort. Elle a rappelé au monde entier la gentillesse et la lumière que Jacob représentait. Et ça, c'est peut-être l'héritage le plus concret de cette tragédie. Si aujourd'hui, aux États-Unis, il existe des registres publics pour les délinquants sexuels, c'est en grande partie à cause de cette affaire. La loi Jacob Wetterling a forcé un changement national dans la manière de surveiller et de prévenir ce genre de crime. L'affaire Wetterling est donc résolue, c'est un fait. Mais elle nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse largement ce tribunal du Minnesota. Quand le temps a effacé les preuves, quand la justice parfaite semble hors de portée, quel prix est-on prêt à payer pour obtenir une réponse? On a tous l'image d'une heure de pointe, des voitures, du trafic. Mais imaginez qu'au milieu de cette scène de tous les jours, un pont, un immense pont, s'effondre d'un coup. C'est une histoire incroyable, celle d'une enquête qui va mettre au jour une faille cachée depuis 40 ans. Alors, on se retrouve à Minneapolis. C'est la fin de journée, l'heure de pointe bat son plein. Les voitures sont pare-choc contre pare-choc, il fait beau. Bref, une scène tout à fait banale. Mais cette routine est sur le point de basculer dans l'horreur. Voilà une date et une heure à retenir, 18h05. C'est vraiment à cette seconde précise que pour des centaines de gens, le monde s'est littéralement effondré sous leurs roues. En un clin d'œil, 300 mètres de pont, une structure massive d'acier et de béton, font une chute de plus de 30 mètres et s'écrasent dans le fleuve Mississippi. C'est une défaillance totale, soudaine et absolument catastrophique. Le bilan humain est terrible. 13 personnes. 13 personnes qui rentraient tranquillement chez elles ce soir-là et qui n'arriveront jamais à destination. En plus de ça, 145 autres personnes sont blessées. Pour beaucoup, c'est le début d'un traumatisme, avec des séquelles physiques et psychologiques qui vont durer toute une vie. Et pour se rendre compte de l'ampleur, il y avait 111 véhicules. Des voitures, des camions, il y avait même un bus scolaire. 111 véhicules qui se sont retrouvés piégés sur le pont au moment où tout a lâché. Alors, évidemment, face à un drame pareil, il n'y a qu'une seule question qui compte et qui va obséder les enquêteurs du NTSB, l'Agence américaine de sécurité des transports. Mais comment? Comment un pont aussi important a-t-il pu s'effondrer comme ça? Pour trouver la réponse, les enquêteurs ont dû jouer les détectives. Ils ont tout examiné. La possibilité de fissure, la corrosion, la rupture d'une autre pièce, un problème avec les fondations et même l'effet de la chaleur de l'été. Toutes ces pistes ont été suivies, analysées, mais à chaque fois, impasse. La vérité était cachée ailleurs. Et puis, petit à petit, l'enquête s'est resserrée sur un élément bien précis, une pièce du puzzle que personne n'avait vraiment inspectée de près. Cette pièce, c'est ce qu'on appelle la plaque de Gousset. Mais alors, une plaque de Gousset, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple. Une plaque de Gousset, c'est cette grosse plaque en métal qui sert à connecter toutes les poutres entre elles. On peut voir ça comme les articulations du pont, ou même comme une sorte d'agrave géante qui tient tout le squelette en acier ensemble. C'est crucial. C'est donc là-dessus, sur ces fameuses plaques, que toute l'attention s'est portée. Et ce que les enquêteurs vont découvrir est tout simplement hallucinant. Une erreur de conception fatale qui était là, cachée depuis le tout premier jour de la construction du pont, 40 ans plus tôt. Le verdict du NTSB est sans appel. La faute originelle revient au bureau d'études qui a conçu le pont, la société Sverdrup et Parcel. C'est eux qui ont commis une erreur de conception absolument critique. Et voilà le nœud du problème, si j'ose dire. Sur certains points de connexion essentiels, les nœuds U10, les plaques de Gousset étaient 2 fois moins épaisses que ce qu'elles auraient dû être, la moitié seulement. C'est une erreur de calcul monumentale qui a rendu le pont vulnérable dès sa naissance. Sauf que cette erreur de conception, toute seule, n'explique pas tout. Pendant 40 ans, le pont a tenu. En fait, cette faiblesse a été aggravée, année après année, par une accumulation de poids qui a lentement, mais sûrement, préparé le terrain pour la catastrophe. Quand on regarde la chronologie, c'est flagrant. Ça commence en 1967, le pont est construit avec son défaut. 10 ans plus tard, on fait une rénovation qui rajoute du poids. En 98, rebelote, on rajoute une barrière en béton et un système de dégivrage. Encore plus de poids. Chaque modification a ajouté une charge supplémentaire sur des plaques qui étaient déjà trop faibles. Et ça, jusqu'au coup de grâce de 2007. Et le voilà, le coup de grâce. Le jour de l'effondrement, il y avait des travaux sur le pont. Près de 262 tonnes de matériel et de matériaux de construction étaient stockés là.
Et le pire, c'est que tout ce poids était concentré juste au-dessus des plaques de gousset les plus fragiles. On a donc la recette parfaite pour un désastre. D'abord, une erreur de conception à la base. Ensuite, 40 ans pendant lesquels on a cessé de rajouter du poids. Et enfin, le poids énorme et concentré des travaux qui a été la pression de trop. Le maillon faible a fini par céder. Évidemment, une tragédie pareille, qui résulte d'une cascade d'erreurs, ne pouvait pas en rester là. Elle a eu des conséquences profondes sur le plan humain, bien sûr, mais aussi sur les finances et sur tout le système de sécurité des ponts. Au final, le bilan est clair. La cause officielle, c'est bien l'erreur de conception. Mais le rapport a aussi mis en lumière un problème plus large, un énorme manque de rigueur dans la vérification des plans et dans la manière dont les inspections étaient menées. Au total, plus de 36 millions de dollars ont été versés aux victimes et à leurs familles, et le NTSB a dû complètement revoir ses protocoles pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez dérangeante. L'histoire du pont I-35W est certes un cas particulier, mais elle expose un problème beaucoup plus vaste, celui de l'état de nos infrastructures. Et on est en droit de se demander combien de ponts, aujourd'hui, cachent une faille invisible, une bombe à retardement qui attend silencieusement son heure.